Alors, en fait, c'est une info assez rapide. Tout simplement, Monsieur Colina, qui du coup maintenant travaille à la haute responsabilité des arbitres de la FIFA, a eu des propos sur les pénaltys cette semaine, en déclarant que les pénaltys étaient trop injustes pour le gardien et pour l'équipe qui subissait le pénalty. Il a sorti des statistiques, il a dit dans 75% des cas, c'est l'équipe qui a obtenu le pénalty marque. Et en fait, il a demandé et il a explicitement dit que c'était mieux si les pénaltys pendant les matchs étaient comme les pénaltys après les matchs, enfin après les prolongations. Comme les tirs au but, quoi. En one shot, les tirs au but, exactement. Et du coup, c'est le débat de la fin de ce fast-foot. Est-ce que pour vous, Monsieur Colina, si on dit avec l'accent, a raison ou non de demander à ce que les pénaltys soient tirés en one shot? Ça veut dire que, je précise, si le gardien l'arrête, oui, le jeu est arrêté. C'est-à-dire personne peut re-shooter dans le ballon. Et ça repart d'un 6 mètres. Ouais. D'accord. Comme au tir au but normaux, en fait. Voilà, il y a pas personne peut re-shooter dans le ballon, il y a pas de voilà. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, l'autre fille? Bah franchement, moi je trouve que c'est une bonne idée. En plus de ça, Colina, c'est pas n'importe qui. Je pense qu'il a plus d'expérience que nous quatre. Et je pense que s'il dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et j'avoue que ce truc d'équité, je trouve ça pas mal. Peut-être aussi donner un peu moins peur peut-être aux défenseurs de mettre un peu plus le pied, j'en sais rien, mais ça reste quand même un penalty. Mais non, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas quelque chose qui... C'est pas les règles qu'on avait déjà entendu comme retirer le hors-jeu, des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est à faire. Robin? Non, je pense qu'effectivement, ça mérite vraiment une réflexion. Combien de buts on a vu qui ont été marqués en 2 temps avec des relances un peu axiales du gardien qui pourtant fait l'arrêt, mais malheureusement, des fois, la remet dans les pieds de l'attaquant adverse. Donc, c'est vrai que c'est un peu la double peine, quoi. Mais parce qu'il fait l'arrêt, mais finalement, il prend quand même le but. Donc, et Dieu sait que c'est quand même dur d'arrêter un penalty. Donc, ça mérite réflexion, vraiment. Hein. Je pense que c'est pas si bête. Hein. On a dit des fois des propositions très bizarres sur le foot et pas hasardeuses. Ah, Elio, il lève le point. Je pense que la Juve vient de marquer, c'est ça? Alors Barella vient de rater un face-à-face. Ah. Ouais. Ils en sont là, la Juve. Ils en sont là, la Juve. La Juve, maintenant, ils célèbrent à fond quand les autres attendent. Ouais, c'est n'importe quoi. Non, je pense que ça mérite d'être étudié. Hein. Franchement, c'est pas si bête du tout. Par rapport à ce que tu dis, Robin, c'est vrai qu'en fait, moi, j'aimerais bien avoir cette stat parce que on sait le que nombre de buts marqués sur penalty en 2 temps. En fait, de buts qui viennent à la suite d'un penalty, parce que on sait que le penalty en direct c'est 75%, ok, mais quel est le pourcentage parce que du coup ça augmente, c'est plus 75% si tu prends aussi tous ceux qui sont marqués en 2 temps. Oui. Et c'est vrai que si le pourcentage, si tu inclus ceux marqués en 2 temps, ça passe à 80, 82%, quelque chose comme ça, tu vois. C'est vrai que ça me paraît vraiment très élevé. Après, le truc aussi, c'est que moi, ce chiffre de 75%, je trouve qu'il serait assez bon parce que généralement, quand t'obtiens un penalty, c'est que t'étais quand même dans une situation où t'étais proche de marquer. Mais le truc, c'est que au vu de toutes les autres règles d'obtention des pénaltys qui sont apparues, des interprétations, des trucs, on voit tellement de pénaltys qui se produisent dans des situations où il n'y aurait jamais eu but derrière, que c'est vrai que 75%, ça me paraît beaucoup trop important. Je repense à des situations, par exemple, le pénalty obtenu par Hendrick. Je sais pas si vous en souvenez. Cette action-là, franchement, c'est quoi ses chances d'aller au bout? Je sais pas, mais c'est très faible. Le pénalty obtenu par Foden, c'est contre City, contre le Real Madrid, pardon. Il y a faute et il y a penalty, hein. Mais c'est quoi les chances que Foden finisse par marquer un but dans cette situation? Je sais pas. Donc c'est vrai que ce 75%, si tu compares à quel point ça rend justice à l'équipe qui l'obtient, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop élevé. Et à la limite que ça reste comme ça, mais c'est vrai que si c'est au-delà de 75% avec les penaltys en 2 temps, ça me paraît trop. Alors après, ce qui est beaucoup revenu dans les débats sur les réseaux, sur les forums, etc., c'est que les gens ont dit il faut commencer par réformer les droits des tireurs sur leur course d'élan plutôt que de réformer ça. Donc ça, c'est un deuxième débat. C'est quoi ton avis là-dessus, Elio? Je suis pas d'accord et par contre, je suis assez d'accord avec monsieur Pierluigi Collina qui lui a déclaré, qui lui a dit en fait souvent, et c'est exactement ce que tu as dit sur Hendrick, lui il l'a même dit dans une intervention, il a dit souvent en fait le penalty c'est une occasion majeure par rapport à l'occasion qui a été sifflée avant.
Du coup, t'as certaines. Et je pense aussi que ça permettrait aussi aux joueurs de moins plonger, tout simplement, de moins genre avoir tendance à chercher le penalty à tout prix, parce que c'est vrai qu'on a des situations qui sont absolument ridicules de joueurs qui se jettent à 20 mètres de la cage et qui après l'arbitre se fait avoir, il siffle un penalty alors qu'il n'aurait jamais dû avoir une occasion du style, quoi. Bah après ça, je sais pas si je suis d'accord, parce que s'il y a plus en 2 temps, le joueur il se dit quand même que c'est une occasion à 75%, donc pourquoi ça le pousserait à moins se jeter? Ouais, c'est vrai. Ça reste du 75%. Je sais pas. Par contre, après, si tu lui dis il y a plus de frappe en 2 temps et il est interdit d'avoir un rythme de course différent pendant sa course, là, à mon avis, le pourcentage il chute, parce que déjà tous ceux qui shootent en interaction avec ce que fait le gardien, ils peuvent quasiment plus, quoi. Mais après, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Elio. Je trouve que vouloir mieux encadrer la course d'élan, je pense que c'est trop difficile. En fait, c'est impossible et que les joueurs trouveront toujours une faille. Et que du coup, par contre, c'est vrai que ne pas laisser une deuxième chance et laisser ce gardien avec son 75% et se dire que, ok, 3 fois sur 4, un penalty, il est marqué, que ça a sanctionné une faute dans la surface et que du coup, voilà. Je pense que c'est pas mal. Par contre, il y en a qui disent aussi, ouais, mais ça va créer une interruption du jeu supplémentaire de shooter, et que si ça rentre pas, on arrête, ça passe en 6 mètres. Mais honnêtement, bon, cet argument-là, il est un peu, ça, c'est quand même très rapide, quoi. Mais ça, je suis pas d'accord. Après, je reviendrai sur aussi une autre course, mais je suis pas d'accord parce qu'en fait, t'as le moment post-penalty qui est quand même un moment magique. Bien sûr. T'as le moment, genre, t'as le gardien qui arrête le péno, genre, tout le monde est choqué, tu vois. Ouais, c'est ce temps l'émotion de monter, l'émotion elle vient et toujours après ça l'émotion, descend. tu vois. Bah, bien et sûr. aussi, une autre chose dont parlait Colin dans son intervention, c'est qu'il disait que, en fait, les joueurs aussi qui courent pour chercher le rebond. Il disait, lui, oui. il lui dit, j'ai l'impression de regarder une course de chevaux. Je vous dis, on voit les joueurs, ils sont prêts à partir, ils sont affamés, ils commencent à courir, et il dit, ça permettrait d'éviter ce théâtre. Ah ouais, ok. Genre de courir, de voir les joueurs courir. Et ça éviterait tous les pénaltys à retirer à cause de ça. Ça éviterait aussi tout le temps perdu pour les pénaltys à retirer à cause de ça. Là, la VAR, elle aurait juste à checker les pieds du gardien, parce qu'il y avait un pied sur la ligne ou pas, et fin de l'histoire. Ouais. Ah bah, justement, transition parfaite, parce que Colin, dans son intervention, a aussi parlé des hors-jeux avec la VAR. Ah, transition parfaite vers quoi? Transition parfaite, tout simplement vers l'autre partie de la déclaration, parce que on était concentré sur la partie penalty, mais il a dit aussi quelque chose d'assez intéressant sur les hors-jeux avec la VAR, parce qu'il a fait une intervention assez générale sur l'arbitrage. Ah d'accord, et il a dit quoi? Alors, parce qu'un journaliste lui a posé une question assez intéressante et lui a parlé de l'utilisation massive de la technologie et aussi du fait que certains buts étaient annulés à cause de quelques millimètres d'hors-jeu. Ouais. Le journaliste, la question c'est, est-ce que c'est des choix sensés selon lui? Lui a répondu, l'optimisation est toujours un avantage. Moi aussi, je pourrais dire, est-ce que 2 cm, c'est autant déterminant? À 40 mètres du but, peut-être pas. Dans la surface, ça le devient. Mais en vrai, parce que le journaliste a évoqué l'effet de mettre peut-être un seuil à partir de quelle zone on siffle un hors-jeu ou pas. Et lui, il a répondu, mais en fait, on le met quand, ce seuil? Il a dit, et surtout, après, on va dire 2 cm. 2 cm, c'est pas beaucoup, on va le monter à 4. Bah oui, ça va tout le temps bouger. Ouais, ça va tout le temps bouger. Et du coup, lui, il a dit, avec la VAR, on a quand même réussi, on est arrivé à une certitude quasi absolue. Ouais, même si, je sais pas si vous avez vu, hein, mais sur Instagram, il y a une chaîne qui reprend toutes les situations enfin une chaîne, il y a un compte qui reprend toutes les situations de hors-jeu jugées par la VAR, et qui s'est créé un système pour réellement mettre les lignes au bon endroit, plus efficace que celui de la VAR, et qui te démontre que du coup la VAR s'est trompée sur, par exemple, le but de Haaland contre le Real Madrid. En réalité, il est hors jeu. Le genou d'Haaland est devant la ligne d'épaule et devant le ballon, parce que c'est ça. Sur cette situation, vous vous souvenez, c'est comment il s'appelle, Gvardiol qui fait une passe en retrait de la poitrine. Ouais. Comme en fait c'est une passe par un joueur qui est devant Haaland,
et que la passe est vers l'arrière, on s'en fiche de s'il y a des joueurs de l'équipe adverse. Mais du coup, la règle, c'est que le joueur qui reçoit le ballon dans cette situation-là doit être derrière le ballon. Donc la ligne, il faut la faire par rapport au ballon. Et quand tu fais la ligne par rapport à la limite du ballon, le genou d'Haaland dépasse. Et ce but-là, la VAR l'a donné valable. Alors qu'en fait, si vous allez sur le compte Insta, là, j'oublie comment il s'appelle, vous voyez que le genou d'Haaland, il dépasse et qu'en fait, Haaland, il est hors-jeu sur ce truc-là. Donc il faut... Moi, je suis d'accord que élargir la ligne du hors-jeu, mettre plus de centimètres et tout ça, c'était une proposition qui avait été... proposé, mais le truc c'est que tu auras toujours des situations où tu seras quand même à 1 millimètre, parce que même si tu as rajouté 4 cm, ben ça peut être à 1 millimètre près. Mais par contre, il faut que la VAR améliore sa technologie si elle veut vraiment être juste dans tous les cas.